Alors aujourd'hui, il y a encore deux questions auxquelles il faut que je réponde. La première, c'est quelqu'un qui m'a demandé pourquoi tu te maquilles pas dans ces vidéos? Pourquoi tu viens pas à nous maquiller? Parce que c'est aussi une forme de respect, de venir à tes spectateurs et à ta communauté, de venir un peu bien arrangé, maquillé, pomponné. Et la question m'a surprise, mais je l'ai trouvée intéressante, et donc je me suis dit que j'allais quand même y répondre en préambule. Et pourquoi je me maquille pas pour faire ces vidéos? Parce que j'ai pas envie de me maquiller. Non, c'est vrai que j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme. Mais au-delà de juste ça, de juste ce prétexte-là, juste cet argument que j'ai la flemme, je me suis dit aussi que pendant très longtemps dans ma vie, j'ai eu besoin de ça, de cette façade-là. J'ai eu besoin du paravent que représentait le maquillage parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et donc pendant toute mon adolescence et mes jeunes années, je me suis beaucoup maquillée parce que j'avais l'impression que je n'étais potable, je n'étais regardable que sous une grosse couche de maquillage. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un effet inverse qui fait qu'aujourd'hui, j'ai plus tellement envie de me maquiller. Et je sais pas, il y a peut-être aussi une histoire d'authenticité. Et ça fait peut-être aussi partie de cet exercice-là de retraite solitaire, auquel je m'adonne depuis plusieurs semaines, et aussi de cette mise à nu, cette mise en vulnérabilité de me présenter à vous tous les jours, et ben ça fait partie du truc. J'ai l'impression que si je venais un peu pleine de maquillage et de rímel et de mascara et de blush, bah, j'aurais l'impression de ne pas me présenter exactement telle que je suis. Or là, le but c'est ça, c'est de me présenter telle que je suis avec tous mes défauts, toutes mes failles et puis aussi peut-être avec mes parts plus lumineuses. Donc c'est pour ça que je ne me maquille pas. Parce que j'ai de moins en moins envie de me maquiller, j'ai de plus en plus envie de me montrer telle que je suis, avec ma tronche parfois un peu fatiguée, vieillissante, de femme de mon âge. Donc je viens comme je suis. Bon, ça c'était la première question, et c'était un peu une digression en réalité, parce que la deuxième question, et ça va former l'objet vraiment de la vidéo, c'est quelqu'un qui m'a demandé la semaine dernière, est-ce que tu peux nous présenter tout ce que tu as créé jusqu'à présent? Est-ce que tu peux nous présenter toutes tes œuvres? Alors, bon, bah, ça fait encore un peu un sujet un peu égocentré, hein. Là, c'est ma vie, mon œuvre. Mais en même temps, je me dis que ben, peut-être ça peut vous intéresser que je vous fasse un genre de making-of, effectivement, de tout ce que j'ai créé jusqu'à présent. Et puis, ça peut aussi peut-être vous permettre de découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas encore. Alors, j'ai réfléchi à la manière dont j'allais faire le truc. J'ai mis sur la table tout ce que j'ai créé depuis 2011 et honnêtement, je crois que j'arrive à, toutes éditions comprises, je crois que j'arrive à une quarantaine de publications, donc je me suis dit que j'allais pas tout vous présenter en une fois. C'était pas possible, ou alors ça allait faire une vidéo d'1 heure et demie. Mais donc je ne peux pas abuser de votre temps de cette façon. Donc j'ai divisé en trois. D'autant plus que comme j'ai trois casquettes, la casquette d'auteur littéraire de fiction, la casquette développement personnel et puis la casquette oracle et tarot, je me suis dit, ben voilà, je vais faire trois vidéos. Dans une vidéo, je vais vous présenter tout ce que j'ai écrit qui est de l'ordre de la fiction. Dans une deuxième vidéo qui sera demain, je vais vous présenter tous mes guides de développement personnel. Et puis dans une troisième vidéo qui sera jeudi, je vais vous présenter tous mes oracles et tous mes tarots. Donc c'est parti. On va commencer aujourd'hui par toutes mes œuvres de fiction, par mes œuvres les plus littéraires. Et j'ai eu envie de commencer par ça parce que comme c'est quand même de là que j'arrive moi, j'arrive de ça, d'études littéraires et de ce goût pour la langue, de ce goût pour les mots. Donc je me suis dit que c'était logique que je commence par ça. Donc la première heure que je, la première, on recommence. La première œuvre que je vais vous présenter, j'ai décidé de faire par chronologie, c'est-à-dire la plus ancienne publication jusqu'à la plus récente. Donc la plus ancienne publication, c'est cet ouvrage, Extrasystole. C'est un recueil de nouvelles qui est paru en 2015 et ça a été la première de mes œuvres de fiction qui est sortie. C'est pas forcément... Enfin, j'avais écrit des choses avant qui ont été publiées ensuite. Mais en tout cas, dans l'ordre des publications, Extrasystole, c'est mon premier ouvrage de fiction, donc c'est un recueil de nouvelles. Ce sont des nouvelles que je vais qualifier d'un peu uppercut, parce que c'est ça que j'avais vraiment envie d'exprimer dans ces nouvelles. J'avais envie de partir de situations un peu extrêmes, de mettre en scène des personnages qui sont tous passablement névrosés,
et qui pourtant mènent des vies assez ordinaires, mais tout d'un coup, il y a un événement qui sort de l'imprévu, qui sort de l'ordinaire et qui va complètement faire basculer tous ces personnages dans des états beaucoup plus extrêmes. Ça va les pousser au-delà d'eux-mêmes et c'est là qu'ils vont vraiment révéler leur vraie nature, qui parfois est une vraie nature très lumineuse, très transcendée, et d'autres fois, ils vont basculer dans des choses plus compliquées. Et l'autre chose qui m'intéressait dans ce recueil, c'était aussi de créer un petit fil rouge entre toutes ces nouvelles, entre tous ces personnages, ce qui fait que pour les lecteurs que ça intéresse, les lecteurs un peu curieux, eh ben, ils peuvent vraiment tisser une toile. Parce qu'il y a des liens entre les différents personnages, ça peut être des liens de parenté ou des liens amoureux. Mais en tout cas, si vraiment on met tout ça bout à bout, tous les morceaux du puzzle, à la fin, on a vraiment une fresque qui relie tous les personnages entre eux. Donc ça, c'était Extrasystole qui est sorti en 2015 aux éditions 100 000 milliards. Ensuite, de 2015 à 2020, j'ai travaillé sur un projet assez inattendu, mais qui s'est avéré tout à fait intéressant et tout à fait passionnant. Donc c'était une commande de l'Union pour l'enfance, qui est une association qui travaille pour les enfants, qui s'occupe d'enfants qui ont eu des enfances un peu compliquées parce qu'ils ont eu soit des parents qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux, soit des parents maltraitants. Et donc l'Union pour l'enfance recueille ces enfants, les place dans des foyers, puis ensuite dans des familles d'accueil. Et donc en 2015, l'Union pour l'enfance avait pour projet de créer une grande saga sur 5 tomes qui présenterait toutes ces actions. Et ils avaient envie d'associer une partie institutionnelle, donc très théorique, montrant toutes leurs actions, à une partie plus fictionnelle qui mettrait en scène des personnages inventés, mais qui s'appuierait évidemment sur la réalité, et qui permettrait déjà de s'attacher aux personnages et puis de comprendre exactement ce que c'est que la réalité d'un enfant placé. Donc ce projet m'est arrivé par l'éditeur 100 000 milliards. Donc au début, c'était vraiment pas un monde que je connaissais et grâce à ce projet, j'ai été à la rencontre de l'Union pour l'enfance, j'ai rencontré des familles d'accueil, j'ai rencontré des enfants qui avaient été placés et ça a été très touchant, très émouvant de découvrir tous ces parcours à la fois un peu cabossés et en même temps très, très nobles, très beaux. Et donc, pour les besoins de la saga, j'ai créé 4 personnages qui sont Marie-Pierre, Fabien, Samir et Achille. Et donc ces 4 personnages, au départ, au tout début, parce que chaque tome suit une année scolaire, et donc vraiment on suit le parcours de ces enfants sur 5 ans. Et donc au départ, dans le tout premier tome, ils sont dans un même foyer et ils vont être dispatchés dans 4 familles différentes. Et donc on va voir l'évolution de ces 4 enfants qui ont évidemment des tempéraments différents. Il y en a un qui est un peu rebelle, un autre qui est très introverti. Marie-Pierre, elle a vraiment, elle veut danser et elle a vraiment ce feu sacré en elle. Donc ils sont vraiment très différents les uns des autres. Et ça a été un projet, je vous dis, hein, inattendu. J'y serais pas allée de moi-même. C'est pas du tout quelque chose qui aurait jailli dans mon inspiration, mais ça a été un projet du hasard et ça m'a beaucoup nourri. Et ça permet surtout de vraiment découvrir toutes les actions de l'Union pour l'enfance. Alors ensuite, en 2017 est sorti mon premier roman, qui était Les 12 travaux d'Emeraude Kelly. Donc ça, c'était un roman que j'ai écrit pour Erol. Et c'est un roman qui, évidemment, s'apparente au développement personnel, parce que c'est un roman feel good. Mais c'est quand même un roman dans lequel il y a beaucoup, j'ai presque envie de dire ma patte. En tout cas, il y a beaucoup mon univers, puisque ça raconte l'histoire d'Emeraude Kelly, qui est une trentenaire un peu mal dans sa peau, qui fait un boulot alimentaire qui la passionne pas, elle a des kilos en trop, elle cherche le grand amour, et elle se pose beaucoup de questions. C'est une jeune fille un peu rêveuse. Et puis un jour, elle va rencontrer une coach en imaginaire qui va agir dans sa vie à la façon d'une Mary Poppins et qui va complètement la mener à effectuer 12 travaux, qui sont des travaux de développement personnel, chaque travail lui permettant de s'inspirer d'un héros issu de la pop culture. Et à l'issue de ces 12 travaux un peu ludiques, un peu féeriques, un peu pop, eh bien, Emeraude Kelly va pouvoir vraiment reprendre son destin en main et elle va pouvoir réaliser tous ses rêves. Donc ça a été quand même une très grande étape
dans ma vie, parce que ça a été mon vrai premier roman publié. Donc ça a été vraiment quelque chose de très important. Et puis je vous dis, j'ai mis dedans énormément de choses auxquelles je souscris, hein. Cette idée de s'inspirer de ses héros, cette idée de travailler sur soi, cette idée d'avoir envie d'être la meilleure version de soi-même. Donc je suis un peu... Puis Emeraude, j'ai un peu connu les mêmes questionnements qu'elle. Donc ça, c'était la version, le format roman qui était sorti chez Erol. Et ensuite, il y a eu la version poche qui est sortie chez J'ai lu, je sais plus quand, 1 an et demi après, j'imagine. Donc vous avez les deux versions possibles. Après, en 2018 est sorti mon deuxième roman qui était Et si tu distribuais les cartes de ta vie, toujours chez Erol, toujours dans le développement personnel, toujours roman que je vais qualifier de feel good. Donc là, on suit l'histoire de Tara, qui est une quadragénaire qui a très bien réussi dans la vie. Elle fait un métier extrêmement glamour, elle travaille à la télévision, elle a un mari richissime, très réussissant, ils vivent tous les deux avenue Foch, tout paraît formidable pour eux. Et puis un jour, énorme crise de vie dans la vie de Tara, son mari lui annonce qu'il la quitte. Comme c'est en outre son patron, elle se fait lourder par la même occasion, donc elle perd à la fois son appartement, son mari, son job, tout d'un coup. Et donc elle est complètement effondrée. Et à ce moment-là, elle va aller trouver refuge chez sa marraine qui vit sur une île bretonne. Et donc elle va aller trouver refuge chez cette marraine qui est un peu fée, et cette marraine va lui faire cadeau d'un oracle. Tiens donc. D'un oracle, mais d'un oracle qui n'est pas comme les autres, c'est un oracle magique. Et il permet à la personne qui utilise les cartes de vraiment complètement remodeler sa vie, de redistribuer les cartes de sa vie, parce que c'est vraiment un oracle qui a des pouvoirs faits. Et donc Tara, au départ, se demande est-ce que j'utilise, est-ce que j'utilise pas, elle hésite un peu, et puis évidemment, sinon il n'y a pas d'histoire, elle va utiliser cet oracle qui va lui permettre de vraiment faire un point, un bilan profond de sa vie, et qui va lui permettre, elle aussi, de reprendre sa destinée en main. Je pense que vraiment, cette idée de reprendre sa destinée en main, c'est vraiment un des grands axes de ma créativité. Et donc pour ce roman-là aussi, vous avez la version poche qui est parue chez J'ai lu. Et pour Emeraude Kelly, c'est plutôt un livre que je recommanderais à des jeunes femmes qui se cherchent, qui ne savent pas encore ce qu'elles vont faire dans leur vie, qui sont vraiment au tout début, qui abordent peut-être aussi la vie active. Alors que si tu redistribues les cartes de ta vie, ça c'est plutôt un livre que je conseille à une personne qui serait dans une crise de vie, qui serait à un moment charnière, qui serait... Peut-être bien que je le relise, hein, pas moi en ce moment, qui serait vraiment à une période de remaniement intérieur. Vous voyez, c'est vraiment dans ce moment-là que je conseillerais ce roman. Alors, ensuite... alors ensuite, on arrive à un projet très important qui est sorti en 2019. C'est mon recueil de contes par Le Chemin des Contes, qui est sorti chez Babylone Édition. C'est ma petite maison d'édition à moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livre que j'ai sorti en autopublication. Et ça, ces romans, je les avais écrits il y a... Enfin, j'avais commencé à les écrire il y a un certain temps, c'était en 2005, au moment où j'ai quitté le Disney Store. Et donc, j'avais commencé à écrire ces romans. Et puis, en les relisant des années plus tard, je me suis aperçue qu'ils avaient vraiment une identité de développement personnel, parce que c'était pas seulement des contes qui... Déjà, c'était pas des contes qui s'adressaient aux enfants, c'était des contes qui s'adressaient aux grandes personnes, et puis ils avaient vraiment une teneur initiatique, c'est-à-dire qu'il y avait chaque personnage, chaque parcours, chaque histoire, il y avait vraiment une très grande dimension d'enseignement. Donc c'est pour ça que je me suis dit que je vais carrément appeler ça conte initiatique pour les grandes personnes, parce que c'est vraiment dans cette idée-là que j'ai écrit ces contes, même s'ils s'appuient vraiment sur toute l'imagerie habituelle des contes. C'est-à-dire que vous allez trouver des chevaliers, des princesses, des fées, des sorcières, des licornes, tous les personnages habituels qu'on trouve dans les contes, vous les retrouvez dans ce recueil. Mais mon but, c'était vraiment que vous puissiez vous identifier aux personnages et que vous puissiez vous inspirer de tout ce qui leur arrive. Et que, comme en plus ce sont des contes qui sont vraiment thématisés, donc par exemple, je pense à l'histoire de l'ogresse Loupraline, là on est vraiment dans la recherche d'une vocation personnelle. Dans Lily Rose
Et le grand amour, on est plutôt sur la quête du grand amour. Mais vous voyez, chaque personnage a une grande quête. Il y en a, c'est la quête de bonheur, l'autre, c'est la quête d'indépendance, les troisièmes, c'est la quête de l'incarnation, comment être ami avec son corps. Et chacun de ces personnages aborde toutes les grandes thématiques que nous rencontrons individuellement dans nos vies. Mais c'est mis sous forme de conte, donc ça a quelque chose de plus poétique, de plus ludique, de plus doux, peut-être que si c'était simplement des enseignements de développement personnel. Et c'est vraiment un livre auquel je tiens énormément, j'aime énormément ces contes, et mon plus grand bonheur, ça a été de lire les retours qui m'ont été faits sur Amazon notamment, et des personnes qui m'ont écrit pour me dire j'ai lu vos contes, et non seulement c'est complètement dépaysant parce que ça transporte dans un univers magique où tout est possible, mais en plus ça m'a beaucoup aidé, ça m'a inspiré, et donc alors ça, pour moi il n'y a pas de plus belle récompense. Ensuite, alors je vous présente aussi donc un autre ouvrage qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Les Caprices de Cupidon. Évidemment, en lien de cette vidéo, je vous mettrai tous les... plutôt en description de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens. Si ces ouvrages vous intéressent, vous pourrez vous les procurer. Donc là, je vous présente Les Caprices de Cupidon, de nouveau Babylone édition. Ça, c'est un diptyque, c'est-à-dire qu'il réunit... C'est pas exactement des nouvelles, c'est un peu plus long que des nouvelles, c'est 2 courts romans. Et ce sont donc des romans qui parlent d'amour, puisqu'on est sous le signe de Cupidon. Et ce sont des romans un peu complémentaires, parce qu'on est sur... dans le premier petit roman, on suit l'histoire de Clara, qui est une jeune femme très indépendante, qui ne croit pas tellement au grand amour, elle ne croit pas au mariage, elle ne croit pas à tous ces cœurs rouges qui sont associés à Cupidon ou à la Saint-Valentin. Et le hasard va faire qu'elle est invitée à un mariage à Vérone, la ville de Roméo et Juliette. Et alors là, l'univers va mettre sur son chemin un grand amour tel que peut-être toutes les femmes en rêvent. Enfin, il y a peut-être des femmes qui ne rêvent pas de ça. Mais en tout cas, je pense que bon nombre de femmes peuvent peut-être se reconnaître dans en tout cas cet aspect complètement idéal de l'amour qui va arriver à cette femme qui au départ n'attendait pas forcément ça. Ça a quelque chose de très romantique, de très idéal, mais c'est vraiment ce que j'ai voulu. Et pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que pour le personnage donc de l'homme qu'elle va rencontrer à ce mariage, je me suis beaucoup inspirée de l'acteur Eddie Redmayne. Parce que quand je l'avais vu dans Les Misérables, j'étais tombée complètement amoureuse de lui, je l'avais trouvé trop beau. Et comme souvent, quand j'ai des coups de foudre esthétiques comme ça vient beaucoup nourrir mon inspiration. Et j'ai eu envie d'écrire autour d'Eddie Redmayne. Et donc le personnage central de la première nouvelle ou du premier court roman, c'est vraiment Eddie Redmayne. Enfin, c'est comme ça que je l'ai écrit pour qu'il lui ressemble, il a le même physique, et puis je voyais complètement cette... Enfin, si d'aventure cette nouvelle était portée à l'écran, je voudrais que ce soit Eddie Redmayne qui joue le personnage d'Angel, puisqu'il s'appelle Angel, ce personnage-là. Et puis, la deuxième histoire, donc, dans ce diptyque, c'est exactement l'inverse. C'est l'histoire de Gitane, qui, elle, croit au grand amour. Elle n'attend que ça, elle ne veut que ça, et elle veut un amour de légende, un amour d'exception, un amour de conte de fées. Et le destin refuse de lui apporter cet amour. Et au hasard, c'est complètement une coïncidence, il se trouve que cette gitane, elle va travailler dans un magasin de jouets sur les Champs-Élysées. Toute ressemblance avec une personne ayant travaillé au Disney Store est complètement fortuite, bien entendu, ça ne s'appuie pas du tout sur ce que j'aurais pu vivre. Bah si, bien sûr. Bien sûr que si. Ça s'appuie complètement sur ce que moi j'ai pu vivre au Disney Store, parce que comme je vous l'avais dit, je suis moi-même tombée follement amoureuse de quelqu'un quand j'ai travaillé au Disney Store. Et cette nouvelle, ça ne raconte pas exactement ce qui m'est arrivé, ça s'appuie énormément là-dessus, mais ensuite mon personnage, ce personnage de gitane a pris ses droits, elle a pris sa personnalité propre, et elle a suivi, elle, son histoire à elle, qui s'est éloignée de la mienne. Mais bon, évidemment, ça s'appuie quand même un peu... on est toujours la substance de son écriture. Quand même, hein, c'est ce que disait Flaubert quand il disait Emma Bovary, c'est moi. Donc la deuxième histoire, celle de Gitane, il y a effectivement un très grand lien avec l'histoire que moi-même j'ai vécue au Disney Store.
Et ce que j'aimais bien, c'était cette complémentarité entre ces deux personnages de femmes, où il y en a une qui ne demande rien, voire qui est un peu méfiante à l'égard du grand amour, et tout va lui arriver d'une façon la plus romantique qui soit, pendant que l'autre, qui elle n'attend que ça, ne demande que ça, a faim d'amour, ça va, ça va toujours, ça va toujours être à portée de main et en même temps lui échapper. C'est peut-être finalement aussi, vous savez, il y a l'histoire de suis-le, il te fuit, fuis-le, il te suit. Je sais pas. En tout cas, ça m'a beaucoup amusé d'associer ces deux personnages un peu qui sont un peu les deux faces d'une même médaille. Et puis enfin, donc et ce sera la dernière présentation pour aujourd'hui, je vous présente mon troisième roman, Promets-moi que tu ne m'oublieras pas, qui est sorti en 2022 chez Babylone. Alors là, bah, j'ai commencé à vous en parler, je crois que c'était dans ma vidéo d'hier. Euh, ça c'est une expérience unique. Euh, c'est une expérience unique à tous égards. D'abord, pour moi en tant qu'auteur, vraiment, je me suis poussée plus loin que j'aurais pu imaginer. J'ai poussé ma plume dans des contrées complètement inattendues. Enfin, ça a été presque douloureux l'écriture de ce livre, tellement je suis allée loin dans l'envie de pousser ma plume, vraiment d'être... j'ai été d'une exigence avec moi comme jamais auparavant. Donc déjà en tant qu'auteur, ça a été une expérience assez unique, mais alors en plus, pour moi dans ma vie, comme je vous l'ai dit, euh, il y a la figure de Jim, enfin la présence de Jim Morrison qui s'est imposée à chaque étape de la création de ce roman, et alors ça a été, j'ai même pas de mots, ça a été mystique, ça a été surnaturel, connecté, je peux pas vous dire exactement, je sais même pas moi-même, je ne peux même pas analyser moi-même la nature de ce qui s'est passé, mais ça a été juste phénoménal. Donc alors le pitch il est un poil compliqué parce que c'est l'histoire de Sacha. Sacha, c'est une femme d'une trentaine d'années qui travaille à la PJ, elle est photographe de scènes de crime. Et Sacha, les deux événements très marquants de sa vie qui en réalité c'est presque des contraires d'événements. La première chose, c'est qu'elle ne connaît pas l'identité de son père et qu'elle a donc vécu dans l'absence totale d'une présence paternelle, qu'elle s'est construite sans ce père. Et l'autre événement majeur de sa vie, c'est une histoire d'amour avec un homme qu'elle a perdu. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Au tout début du livre, la mère de Sacha meurt. Donc Sacha rentre dans sa ville natale à Aix-les-Bains. Et chez le notaire, elle va apprendre pas mal de choses sur ses origines et justement sur l'identité de son père. Et puis ça va aussi la ramener à toute la genèse de cette histoire d'amour complètement incroyable, transcendante qu'elle a vécue avec cet homme. Mais je peux pas vous en dire beaucoup plus. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que cet homme dont je vous parle, cet homme que Sacha a aimé follement, passionnément, au-delà de toute raison, au-delà de toute raisonnabilité même, enfin, au-delà du raisonnable, cet homme, eh bien, dans ma tête, c'est Jim Morrison. Enfin, c'est Jim Morrison, pas le chanteur. C'est pas le chanteur des Doors que j'ai voulu mettre en scène. Mais c'est lui qui a complètement... c'est lui qui a complètement infusé ce personnage. Parce que, comme souvent quand j'écris, je fais toujours un petit casting au début du parcours pour essayer de bien me mettre en tête mes personnages. J'ai besoin de les voir physiquement. Et une fois que je les ai physiquement, à partir de là, je sais qui ils sont, je sais comment ils parlent, comment ils bougent, ce qu'ils ont envie de faire, la manière dont ils vont agir, réagir. Et donc, pour ce personnage, qui s'appelle Tristan, donc qui est l'amour de Sacha, je cherchais donc qui pouvait correspondre. Et un jour où je faisais une recherche sur Google, mais j'étais pas du tout sur Jim Morrison, et Jim Morrison est apparu. Et donc je me suis dit, mais oui, ça colle parfaitement, le côté un peu poète maudit, l'homme tourmenté, à la fois très très beau, et puis qui déteste cette beauté physique qui est la sienne. Ça collait parfaitement.
Donc je me suis dit, tiens, je vais prendre Jim Morrison. Mais je n'étais qu'au tout début et Jim Morrison a hanté, mais vraiment, il m'a hanté autant que le personnage de Tristan va hanter Sacha. Et donc j'ai été, mais vous ne pouvez pas savoir, enfin ça a été, mais quand je vous dis que c'était mystique, c'était vraiment mystique quoi. Je voyais Jim Morrison partout, j'ai eu des perceptions, des choses qui me dépassent complètement aujourd'hui encore. Je peux pas, je sais pas. En tout cas, il y a quelque chose de Jim Morrison qui imprègne ce roman, même si à aucun moment il n'est question de Jim Morrison, ni des Doors, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'immatériel, de l'ordre du subtil qui est venu imprégner ces pages, imprégner ces lignes. Écoutez, j'ai fait le tour, ça fait déjà une vidéo bien longue. Si vous avez lu certains de ces romans, je serais très heureuse que vous me disiez, s'il y en a qui vous ont beaucoup parlé, qui vous ont plu, ou s'il y en a un que vous préférez parmi tous ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis j'espère que ça vous aura donné envie de les découvrir, si vous ne les connaissez pas encore, et parce que ça vous aura donné envie de les lire. Sur ce, je vais aller manger parce que je crois que j'ai grand faim. Et je vous embrasse et je vous dis à demain pour la présentation de mes ouvrages de développement personnel.